Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, en ce jeudi 9 octobre, j'ai l'extraordinaire chance de vous présenter, accompagné de la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcorps, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, ça fait du bien. Sortir de l'Assemblée nationale et faire quelque chose de plus utile que de se chicaner avec François Legault. Je suis preneur. Je vais laisser tout le monde s'asseoir. Je vais commencer. Je vais sortir un peu de ma conférence classique. Premièrement, à main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ma conférence dans une autre université ou en ligne? Oui, il y a toi, pauvre Catherine. OK, c'est bon. Fait qu'on peut reprendre à la base. Mais je vais quand même faire... Oh, pardon. Je vais quand même faire un petit commentaire sur l'actualité, tant qu'à être là. Vous voyez qu'il y a une constitution du Québec qui commence à faire du bruit. C'était dans les documents d'orientation générale de la CAQ, je pense, à partir de 2015. Pour autant, la CAQ n'a jamais cru bon travailler là-dessus dans les 6 premières années de son mandat. Une constitution du Québec n'est pas une mauvaise chose, évidemment. Normalement, c'est l'occasion de se parler en groupe et de dire, si le Québec est pour définir l'essentiel de ce qui doit guider notre société pour des décennies à venir, ayons la discussion sur ce qu'il y a de fondamental pour nous, ce qui nous distingue, ce sur quoi on veut insister, ce qu'on va laisser tomber aussi, qui est peut-être une erreur dans d'autres juridictions. Et normalement, on fait cet exercice-là également parce qu'on pense que ça va être la loi fondamentale du pays. Donc, la loi qui permet d'interpréter toutes les autres lois. C'est ça le concept de constitution. Donc, je fais un commentaire pour dire, si la CAQ a rédigé une constitution et que moi, j'ai jamais eu vent de quoi que ce soit de contenu dans cette constitution-là et que vous n'avez jamais eu vent de quoi que ce soit, ce n'est pas un bon signe. C'est pas supposé être comme ça. Deuxième chose, si on conçoit une constitution du Québec comme une simple loi qui sera subordonnée à la Constitution du Canada, il faut juste être honnête sur ce que c'est, là. Une simple loi qui sera subordonnée. En d'autres mots, l'interprétation jurisprudentielle par la Cour suprême de choses comme, supposons, le droit à la religion, on sait que dans la Constitution canadienne, l'interprétation du droit à la religion est quand même très, très, très large. On interprète vraiment généreusement ce droit-là. Il pourrait y avoir une autre interprétation plus restrictive si, dans une constitution d'un pays, c'était marqué qu'il y a un droit à la religion, mais que l'État est également laïque. On n'aurait peut-être pas la même interprétation de ce qu'est le droit à la religion. Évidemment que c'est le droit d'aller prier dans un temple en toute quiétude, le droit d'avoir ses croyances, mais comment le définir? Ça ne changera pas l'interprétation jurisprudentielle de la Cour suprême du Canada. Donc, tant qu'on est honnête sur ce que c'est, la CAQ a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a une majorité, donc elle peut travailler sur des documents, elle peut soumettre des projets de loi et tout, mais c'est juste important de nommer ce que c'est. Ce n'est pas un bouclier du Québec, ce n'est pas non plus une constitution au sens de ce qu'une constitution est dans tous les autres pays du monde, c'est-à-dire la loi fondamentale qui permet de comprendre et d'interpréter toutes les autres lois. Ce le sera un jour, et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour vous dire que l'histoire du Québec trouvera son sens le jour où notre différence linguistique et culturelle, notre différence constitutionnelle, notre différence à tous les niveaux se concrétisera dans un pays qui permet d'exister partout dans le monde et d'avoir cette constitution qui est la nôtre et non pas avoir une constitution qui, en passant, est une loi britannique à laquelle nous n'avons jamais consenti en 1867. Et le pire de l'histoire, c'est 1982. René Lévesque a pris le risque d'essayer de convaincre ou de moyenner quelque chose avec le gouvernement du Canada qui a rapatrié la Constitution et mis en œuvre un nouveau pan de la Constitution sans l'accord du Québec. On n'a jamais consenti à quoi que ce soit de cette histoire-là. Et si vous croyez donc en la démocratie, on n'acceptera pas des faux-semblants, puis on n'acceptera pas l'application d'une constitution qui n'est pas la nôtre, d'où le projet d'indépendance du Québec. Souvent, on me dit, c'est vrai que dans l'absolu, ce serait le fun qu'on soit un pays, je comprends les arguments, mais concrètement, on a plus urgent à faire. Il faudrait régler les vrais problèmes
avant de devenir un pays. Il faudrait que la santé se porte bien, qu'on ait toutes nos routes sans aucun nid de poule. Il faudrait qu'il y ait plus de conflits sur la laïcité ou plus de conflits ou de débats sur telle autre question. Et c'est vraiment je vous soumets aujourd'hui que c'est vraiment de s'imposer un standard injuste que de se refuser le droit d'exister, de refuser à notre peuple aussi une forme de justice à travers ce joug colonial qui, en passant, est encore bien pire pour les Premières Nations. Donc, quand on remet en question l'ordre juridique canadien, on risque également, en fait, on est presque certain de donner une chance aux nations autochtones, parce qu'une fois que tout ça va être brisé, on va pouvoir tout renégocier. Mais c'est vraiment injuste de se placer comme fardeau, d'être dans une société parfaite où tout le monde s'entend sur tout, surtout si les gouvernements du Québec doivent composer avec la très grande majorité des problèmes et des défis sociaux, santé, éducation, services sociaux, avec la moitié des impôts. Pendant que près de la moitié des impôts qu'on paie s'en vont à Ottawa. Ottawa qui se garde des missions, somme toute, peu complexes et peu coûteuses par rapport à ce que le gouvernement du Québec a sur ses épaules. La personne qui en parlait avec le plus d'éloquence, c'était François Legault. François Legault parlait beaucoup de déséquilibre fiscal lorsqu'il était député du Parti québécois. Puis il disait de manière très, très... il parlait avec beaucoup de sincérité à l'époque du fait que ça n'arrive pas d'essayer de payer l'entièreté du budget. En fait, tout le monde en parle. Si vous avez un peu de temps, vous allez sur YouTube, vous allez voir. Il dit, c'est comme si dans un couple où les deux gagnent le même salaire, il y a une personne qui paie l'épicerie, l'hypothèque et l'assurance, puis l'autre personne s'occupe juste de l'électricité. Mais les deux ont le même revenu. Ça crée un déséquilibre et ça crée des tensions. Donc, moi, je vous soumets que le projet de l'indépendance du Québec, il est nécessaire, mais c'est aussi une question de justice. Vous verrez dans les prochaines semaines plein de choses s'écrire sur le 30 ans de l'échec référendaire de 1995. J'avais 18 ans quand j'ai voté pour le oui. C'était mon premier vote. Et je pense que vous pourrez lire, vous qui êtes plus jeunes et qui donc n'avez pas vécu cette époque-là, vous pourrez lire à quel point il y a des manœuvres, des mensonges et de la tricherie qui ont fortement quand même influencé ce résultat-là. Donc, au-delà de la nécessité d'exister et de gérer nous-mêmes nos finances, il y a tout simplement une question de justice. Quel est le sens de la vie si on consent au mensonge toute sa vie? Quel est le sens de la vie si on n'ose plus entreprendre, puis on n'ose plus se respecter soi-même de peur d'échouer? C'est déprimant. Je veux dire, qui ferait ça? Donc, ça vaut pour un peuple. Un peuple a une vie. Sa vie doit avoir un sens. Et donc, avec ces souvenirs de 95 qui vont revenir dans les prochaines semaines dans l'espace, dites-vous qu'il n'y a pas un athlète olympique, il n'y a pas un joueur du Canadien ou de la Ligue nationale, puis il n'y a pas un entrepreneur à succès qui a commencé sa vie en sortant des bancs d'université en se disant « Je vais m'assurer de rien entreprendre et rien essayer parce que je n'ai pas la garantie à 100% que je vais gagner une médaille d'or, que je vais gagner la Coupe Stanley ou que mon plan d'affaires va réussir. » La nature de la vie, je vous le soumets, là, je n'ai pas la vérité, mais il me semble qu'on peut s'entendre que la vie a un sens lorsqu'on sert des choses qui ont du sens. Et ça implique de ne pas se demander en date d'aujourd'hui quel est le sondage du jour, mais simplement faire ce que doit. C'était la parole de Louis-Joseph Papineau. C'est devenu ensuite aussi une ligne directrice pour plusieurs Canadiens français, aujourd'hui québécois. Donc, une fois qu'on a parlé des fondamentaux, je peux passer rapidement le pourquoi de l'indépendance, mais je vais passer rapidement, puis je vais vous laisser plutôt le choix de ce qui vous intéresse dans tout ça, parce qu'il y a tellement de raisons qui, moi, me semblent évidentes, mais peut-être c'est parce que j'en parle trop. Tu sais, mon emploi crée une espèce de... Comment dire? C'est comme si mon emploi m'amenait des fois à sous-estimer que certains des arguments, moi, je l'ai entendu 20 fois, mais d'autres personnes ne l'ont peut-être jamais entendu. Donc, je vais les passer rapidement. Je laisse à vous le choix d'aller sur les angles, peu importe ce qui vous intéresse là-dedans, parce qu'au fond, moi, je suis là pour vous. Là. Sinon, ce que je dis est disponible en ligne, donc c'est plus de répondre à vos questions.
Bon, évidemment, la pérennité de la langue et de la culture québécoise, c'est démontrer que les langues qui sont minoritaires dans un ensemble qui a une autre langue officielle ont presque pas de chance de survie. Donc ça, c'est propre à presque tous les régimes dans le monde. C'est également évident à la lumière des politiques linguistiques et culturelles du Canada que le fait qu'on est minoritaire et seulement 20% des sièges à Ottawa dans la Chambre des communes fait en sorte que les politiques canadiennes ne sont pas adaptées ni intéressées à s'adapter à notre spécificité linguistique et culturelle. Et ça explique largement le déclin de la langue française qu'on a observé sous la CAQ. Ça me semble évident. Je vous le lance. Si vous voulez aller dans le détail, ça me fera plaisir. Pourquoi l'indépendance? Ben, les relations internationales, il y a un prix à ne pas exister. Je parle danois. Et si je vous dis Danemark, Suède ou Norvège, dans votre tête, vous voyez un drapeau. Puis là, il y a des Ikea, il y a des bonhommes, il y a toutes sortes de symboles, j'allais dire des petits trolls, là, les trolls norvégiens, je ne sais pas si vous connaissez là, les personnages. Mais il y a un folklore, une culture, puis des compagnies, puis des sports qui vous viennent en tête. On n'a pas ça. On n'existe pas. On est derrière l'écran de fumée canadien, qui est un mishmash de toutes sortes de réalités régionales, mais dans le cadre de laquelle on est nettement minoritaire et donc nettement invisible. Donc, exister dans le monde, prendre notre place aux Nations unies, gagner au hockey avec une équipe Québec qui donne une rince à Team Canada, le plus beau jour de votre vie. Toutes ces choses-là. Il y a quand même des sujets complètement sous-estimés en 1995 qui, à mon avis, vont prendre énormément de place dans les prochaines années, dans ce rendez-vous ultime qui nous attend, parce que vraisemblablement, c'est ça qui s'en vient. Dans ce rendez-vous ultime, on va parler beaucoup plus d'environnement qu'on en a parlé en 1995. Essentiellement, l'idée ici, c'est qu'une grosse partie de nos impôts servent à financer des pipelines puis des opérations de sable bitumineux en Alberta. Puis ces compagnies-là sont des multinationales dans les paradis fiscaux. Là. Même sur le plan purement économique, ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Et on va nous rétorquer « Ouais, mais vous avez la péréquation. » Justement, laissez faire la péréquation. Je suis allé en Alberta pour leur dire. J'ai dit « Bonjour, mes amis albertains. On comprend que vous êtes tannés de nous verser de la péréquation. Nous aussi. On préfère faire nos propres choix avec nos propres impôts. Puis sinon, arrangeons-nous dans le respect de chacun. Si on peut collaborer sur des choses qu'on a en commun, ça nous fera plaisir, mais soyons respectueux de chacun. Puis on ne veut pas votre argent. Ce n'est pas nous qui insistons. » C'était surprenant de voir leur visage. C'était très intéressant. Mais au-delà de ces dynamiques-là, dans la fédération, demeure que nos choix, surtout sur le plan énergétique, le plan des entreprises innovantes dans lesquelles on peut investir avec les mêmes sommes qui, pour l'instant, sont envoyées dans l'industrie pétrolière, c'est fou ce qu'on ferait d'intéressant. Et ce serait entrepreneurial, donc on n'aurait pas un chèque de consolation. Il n'y a rien de plus triste, à mon avis, que de recevoir un chèque de compensation en se faisant dire par d'autres provinces canadiennes, vous êtes des pas bons. Là. Puis ça vient avec du mépris, je leur ai dit en Alberta. J'ai dit, votre chèque, il vient souvent avec du mépris. Puis ils ont hoché de la tête. Autre sujet, donc à part l'environnement, donc un modèle énergétique, mais des choix qui vont être clairement distincts de ceux de nos voisins. Les Premières Nations, dans le sens, la loi sur les Indiens est toujours là en passant. Là. Oui, Justin Trudeau s'est déguisé, il a pleuré une ou deux fois. Là. Avez-vous vu un quelconque changement de régime? Donc, ne sous-estimez pas l'occasion en or de devenir la nation qui aura réussi à s'entendre avec les autres nations autochtones sur son territoire de manière durable, ce qui sera ensuite une source de fierté puis un modèle qu'on va pouvoir exporter dans d'autres endroits qui ont ces questions-là. Et la seule façon de le faire, c'est de briser un régime qui est à proprement dit colonial. Moi, ça me fait toujours rire de voir les plus fervents anticoloniaux là, dans les courants idéologiques accepter avec plaisir les subventions du fédéral, puis se dire même à la limite fédéraliste. C'est un régime colonial. La Constitution dont je vous parlais de 1867, c'est le roi d'Angleterre. C'est pour ça que j'ai refusé de prêter serment. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est comme un nouveau chapitre. Le jour où on dit des nations d'égal à égal peuvent s'entendre, on va juste briser le régime qui nous empêche de négocier. Pourquoi on ne réussirait pas? Pourquoi on ne dit pas on va réussir? Et dans quel cas, on a des relations plus durables, plus harmonieuses. C'est bon pour la paix, mais aussi pour la pérennité des cultures autochtones.
de leur langue lorsqu'on peut justement avoir le même souci de continuité qu'on a pour le français en Amérique. Donc, ça n'existait pas beaucoup en 95, cette question-là. De la même manière qu'en 95, l'économie et les finances étaient comme présentées comme le côté faible de l'indépendance du Québec. On disait, en fait, on va faire l'indépendance parce qu'on a le droit d'être québécois pour des raisons langue, culture, mais c'est sûr que l'économie, ça va être difficile. On présentait ça comme une faiblesse. Dans les faits, aujourd'hui, on a nettement un intérêt économique à devenir indépendant parce que la diplomatie économique canadienne favorise d'autres lobbies que nos industries. Donc, on a intérêt à avoir nos missions commerciales. Mais c'est également que financièrement, le 90 milliards qu'on envoie à Ottawa, c'est vraiment évident qu'on peut faire quelque chose de plus intelligent parce que sous Justin Trudeau, la taille de la fonction publique a doublé, puis les services se sont détériorés, puis c'est devenu finalement de l'argent qui est envoyé dans toutes sortes de directions pendant qu'on n'est pas capable de soigner notre monde correctement pour des chirurgies, pour des cancers. C'est indéfendable. Donc, évidemment que si on enlève un palier de gouvernement qui est superflu, puis qu'on rapatrie 90 milliards de dollars, il y aura la fin des chevauchements, des économies d'échelle, une réingénierie de ce qui est en triple en ce moment, là, parce que tu as municipal, provincial, fédéral. Ça va générer des économies et on fera des choses plus intelligentes avec cet argent-là parce que cet argent-là sera désormais dépensé en fonction de nos intérêts et notre volonté démocratique. Donc, l'argument économique et financier est désormais de notre côté. Et ce n'était pas le cas en 1995 parce qu'à cette époque, le fédéral avait comme cette aura de gouvernement fiable qui fait le travail. Aujourd'hui, vous conviendrez que ce soit les passeports, l'armée ou peu importe ce que touche le fédéral, là, le système de paix Phoenix ou je ne sais pas quelle autre folie, il n'y a personne qui pense que le fédéral est bien géré. C'est le pire gaspillage de tous les paliers de gouvernement. Puis ça, pour moi, c'est un argument qui est très différent, mais pourtant réel. Et se posent ensuite toutes sortes d'autres arguments qui sont quand même dignes de mention, mais mon but ici, c'est simplement de dire que globalement, les arguments étaient les bons en 80, en 95, mais la peur a triomphé, puis il y a une bonne part de mensonges dans ce qui a fait peur aux gens. À chaque fois que je vais dans une université, je m'en vais voir si les jeunes sont sensibles à la peur. Et j'ai comme l'impression qu'on a changé de paradigme. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas votre âge. J'aimerais ça dire que je suis jeune, je ne le suis plus. Mais j'ai l'impression que l'argument de peur ne tient plus. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne me donne même pas le crédit de la hausse de l'indépendantisme chez les jeunes. J'ai répondu simplement que j'étais comme dans un film avec Kevin Costner. Là, moi, j'ai bâti l'espace pour l'indépendance. J'ai bâti le parc en me disant que les gens viendraient. Mais pourquoi ils viennent? C'est votre génération, ça vous appartient. Mais j'ai ce sentiment, cette observation que la peur ne vous affecte pas comme ça a pu affecter d'autres. J'ai également l'impression que il y a une forme, je m'excuse du mot de l'anglicisme, là, mais empowerment en français, c'est pas facile à traduire, là, mais il y a une responsabilisation puis une occasion devant des systèmes qui nous ont menés à des murs, de réécrire quelque chose de nouveau qui est source d'espoir. Parce que c'est quand même une époque lourde qui est la vôtre par rapport à moi quand j'avais 20 ans. On a le sentiment qu'on frappe un mur à plusieurs endroits, puis que nos démocraties sont fragiles. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Mais l'idée qu'on est capable de réécrire à zéro un chapitre et de créer quelque chose ensemble, et non seulement porteur d'espoir sur ce qu'on va pouvoir réinventer et faire de mieux, mais c'est aussi un geste d'unification dans une société, comme toutes les sociétés occidentales, qui est appelée à se morceler beaucoup, là, les microcosmes de médias sociaux. Là. Si on met au monde un pays tous ensemble, le lendemain matin, vous n'aurez jamais vu autant de fraternité puis de câlins. Ce sera un moment fondateur, ce sera le moment que tout le monde se souvient. J'étais où précisément? C'est le genre d'affaire que tu dis à tes petits-enfants. Moi, j'étais là puis j'ai fait ça quand le Québec est devenu un pays. Donc, l'effet également sur un climat social que je ne trouve pas enviable pour vous. On parle de hausse des problèmes de santé mentale. On parle d'instabilité des démocraties, mais d'un ton de plus en plus violent. Tout ça, il faut être capable de répondre. Et un projet de société, c'est à tout le moins de se tenir debout et de ne pas consentir au déclin, à tous les niveaux.
Donc, il y a dans la démarche quelque chose qui donne espoir. C'est peut-être ça qui se passe. D'ailleurs, vous me le direz ce qui se passe. Mais moi, mon rôle, c'est de donner l'heure juste et de persévérer dans cette volonté que justice se fasse dans ce dossier-là, comme dans le dossier des peuples autochtones et comme dans plusieurs autres dossiers. Ça va être probablement vous qui allez décider de cette question-là. Je termine là-dessus. Ne perdez pas de vue que pour ceux qui ont perdu 80-95, ça n'a pas été simple de s'en remettre. Plusieurs, donc, ont développé des mécanismes dans le cadre duquel se replonger là-dedans réveille des déceptions sincères. Il y a une seule chose qui peut changer cette dynamique-là, c'est-à-dire changer l'électeur qui a voté oui en 95, mais qui dit là, on n'est plus rendu là. Dans sa tête, il dit ça, mais en fait, son cœur... Moi, j'en ai fait du porte-à-porte dans ma vie. Là. Il y a trop d'élections partielles, d'ailleurs. Vous allez me voir souvent une fois que l'élection partielle va être déclenchée. Mais souvent, j'ai le sentiment qu'en fait, les gens aimeraient que ça se fasse, mais ils ont vécu 80 ou 95. L'antidote à ça, c'est tous ceux qui ont moins de 50 ans et qui n'ont jamais voté en 95. Moins de 48 en ce moment, mais ça va être 50 dans quelques années. Tous ces gens-là, surtout les plus jeunes, lorsqu'ils disent « ça aura lieu et c'est moi qui s'en occupe », là, tu as un effet incroyable sur une génération qui avait déjà voté oui et qui va se réactiver en disant « j'en reviens pas ». C'est tellement beau, je ne l'ai pas vu venir. Donc, c'est là-dessus que je termine et je vous donne la parole. Vous pouvez poser toutes les questions, n'importe quel sujet. Je suis vraiment ici pour ce qui vous intéresse. Alors, ma question, ça concerne le nord du Québec. Au nord du Canada, il y a un passage, le passage nord-ouest, qui, avec les genres climatiques, va être de plus en plus accessible. Et je me dis qu'avec le temps, ça pourrait se transformer en une espèce de futur canal de Panama. Et je me demandais, dans ce contexte-là, dans ce contexte où ce serait un passage géopolitiquement vraiment très important, quel serait le rôle du Québec là-dedans, d'un Québec qui serait souverain par rapport au Canada? Comment ça se passerait? Mais c'est vraiment le principe d'autodétermination. C'est que dans un Canada où tu as 20 des sièges sur ces questions-là, de la même manière qu'on a eu cette question-là pour nos frontières récemment puis les aéroports, si c'est pas toi qui décides, puis que c'est un Parlement dans le cadre duquel tu es minoritaire, il y a des bonnes chances que la décision sur cette zone-là soit en fonction d'autres intérêts que ceux du Québec. Donc, quand moi je parle de l'indépendance du Québec, je ne veux pas lier les générations futures pour une décision obligatoire sur comment gérer ce canal-là, ce détroit-là. Ni la géopolitique du Nord, parce qu'il va y avoir aussi des questions défensives si jamais la Russie continue à faire ce qu'elle fait en ce moment en Europe. La frontière avec la Russie n'est pas si loin. Hein. Quand vous prenez le globe de par le Nord, là, toutes ces questions-là, moi, ma seule prétention, c'est que je veux que les décisions soient prises en fonction de nos intérêts. Mais l'indépendance du Québec n'implique pas de se lier à long terme sur ces questions-là parce qu'elles vont évoluer. Je veux juste qu'on soit aux commandes et que ce soit des décisions en fonction de notre intérêt. Revenons, par exemple, aux guerres mondiales. C'est pas un hasard que les Canadiens français ont servi de chair à canon au débarquement de Normandie, là. C'est quasiment un sujet tabou, là, mais notre caractère minoritaire dans l'Empire britannique nous a souvent mal servi parce que si tu as à choisir entre ton monde ou du monde que tu considères moins ton monde, ben, tu envoies à la boucherie ceux qui sont moins importants dans cet environnement politique. Donc, d'où l'importance d'avoir notre stratégie, notre réflexion et d'avoir un contrôle sur notre territoire. Et les dernières années, sous le Parti libéral du Canada, nous ont démontré qu'on ne contrôle pas notre territoire et que ça peut jouer contre nous de ne pas être décisionnel, tout simplement. Merci beaucoup. Merci pour votre question. À vous, monsieur. Bonjour, Paul. Bonjour. Oui, j'ai bien aimé votre exemple sur la Deuxième Guerre mondiale au niveau de la discrimination systémique un peu des Canadiens français dans l'armée. C'était pas systémique, c'était de la discrimination point barre. Là. C'était volontaire, explicite. Oui, mais c'est un peu... Pas juste cette fois-là, là. En tout cas, on ne fera pas toute l'histoire, là, mais il y a des constantes quand même. Puis des fois, je pense qu'on n'est comme pas conscient de notre histoire. Non, je sais. Puis, qui nous donne pourtant une prévisibilité. Ouais, au niveau de la crise d'octobre qui a été orchestrée, puis mettre le souverainisme comme la plus grosse menace interne du Canada, etc. Moi, ma question, c'est qu'au niveau des Premières Nations, etc., on veut faire ça à l'amiable avec les Premières Nations pour des meilleures relations dès le jour 1 de l'indépendance.
Ma question est comment vous voyez le racisme systémique? J'ai déjà entendu parler de dénier ça, un peu le racisme systémique, etc. Mais croyez-vous pas que ça pourrait impacter un peu les relations avec les Premières Nations lors du jour 1 de l'indépendance? J'en ai parlé au... Il me semble que vous disiez que vous ne croyez pas exactement au racisme. Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est une mauvaise théorie qui pose problème à plusieurs niveaux. Non, mais je parle pas exactement de la théorie. Là, ben, c'est ça, mais je l'ai dit aux Nations autochtones. J'ai dit au chef Véropol, j'ai dit, vous êtes une nation, je vous reconnais, puis on négocie d'égal à égal. Donc, vous n'avez pas besoin de blâmer le système puis d'utiliser des théories qui posent problème à plusieurs égards pour qu'on s'entende sur l'objectif qu'il n'y ait pas de discrimination. Là. Donc, le racisme systémique, je peux expliquer pourquoi je pense que c'est problématique. Là, mais c'est ça que je voulais un peu clarifier. Mais c'est pas central, dans le sens... Le racisme systémique est une théorie dans le cadre de laquelle on divise les gens par groupe ethno-culturel ou par couleur de peau, ou ça peut être par religion. Et là, on présume que si, une fois qu'on les a divisés puis qu'on mesure, supposons, le revenu ou le traitement de n'importe quel résultat social, s'il y a une disparité, on va expliquer cette disparité-là par le racisme du système. Premièrement, à la base, il y a quelque chose de très communiste dans l'idée que toute inégalité s'explique par quelque chose, dans le sens que tu ne peux pas avoir une société qui est parfaitement égalitaire. Non, c'est ça. Et ensuite, dans les liens de causalité, il y a un problème de causal parce qu'on ne se demande pas qu'est-ce qui se passe, on fait juste présumer que c'est le système qui est raciste. Donc, ça crée aussi, ça renforce les identités ethno-culturelles en disant, tout s'explique par la couleur de peau, alors qu'on sait très bien qu'en fait, les races n'existent pas. Les couleurs de peau ne veulent rien dire. Et ça enlève l'étape obligatoire de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Faire des vrais liens de causalité. Donc, dans le cas, par exemple, de l'hôpital de Joliette et de l'affaire Joyce et Saquon, ce qui est arrivé, c'est que on a omis de vraiment enquêter sur ce qui se passait. Puis ça se peut qu'il y ait du racisme. Puis moi, je suis prêt à appeler ça aussi du racisme institutionnel quand c'est la machine de l'hôpital qui... Donc, c'est pas de nier que le racisme existe ou que le racisme peut être à l'échelle d'une organisation, mais il faut se forcer puis aller voir qu'est-ce qui se passe si on veut une vraie solution. Les suites du racisme systémique, c'est les programmes sous Trudeau où est-ce que là, on se met à faire des lois puis des programmes de subvention par couleur de peau. Tout ça au nom du système. Mais c'est parce que la notion de système, qui est largement héritée du communisme, à mon avis, elle est floue. Elle ne permet pas de diagnostic. Elle permet pas, donc... Moi, j'ai tout expliqué ça, mais je ne pense pas que ça va jouer un rôle important. Là, juste pour revenir aux Premières Nations. Là. Le jour où on dit, nous autres, on veut une société juste et équitable. Quand c'est pas équitable, on est prêt à travailler. Puis, on veut déboucher sur des ententes de nation à nation qui sont durables, qui sont permanentes. On n'a pas besoin de passer par des théories comme le racisme systémique pour aller là. C'est ce que j'ai fait valoir aux Premières Nations. OK. Et je pense qu'on va y arriver. Je suis surpris de votre réponse. Je pensais que vous déniez, en fait, un racisme ou un autre, en fait, en général. Alors, que je quoi? Je pensais que vous déniez le racisme en général d'une façon. C'est moi qui avais mal... Non, en fait, le Parti québécois est un parti qui, vous allez voir aux prochaines... j'ai hâte de voir combien de Québécois de 3e, 2e ou 1re génération d'immigration on va avoir sur nos rangs comme candidature. Mais vous allez voir, c'est assez élevé. C'est simplement qu'on a une vision de la justice sociale qui est universaliste. Les êtres humains sont des êtres humains, puis l'humanisme, c'est de considérer l'autre comme un être humain à part entière. Donc, je vous réfère à Kant, supposons, et dans ce contexte-là, la recherche de solutions demande de la rigueur et non pas de suivre une idéologie comme si c'était une religion. Donc, on est critique de certaines théories qui amènent des dérives, mais on demeure un parti de justice sociale comme à sa fondation. Donc, je pense que ces choses-là vont se placer dans les prochaines années. C'est mon feeling quand je vois les relations évoluer davantage dans une direction de dialogue que de polarisation. Là. Je pense qu'il y a un retour du balancier qui va nous aider. Bon, merci. Vous m'avez rassuré. Alors, passez une excellente journée, monsieur. Merci. Je vous remercie pour votre question. Suivant. Bonjour Paul, bienvenue à Chicoutimi. Merci.
Je vais être là souvent, sérieusement, dans les prochaines semaines. Là. Vous n'avez pas fini avec moi. Parfait, c'est bien que vous veniez. Je vais être à la cage au sport le soir ou Good. à la bière, je sais pas quoi. Je viendrai. Ce sera pas très long, j'ai un examen dans 15 minutes, mais Oui, OK, j'arrête. je vais profiter que vous soyez au Saguenay pour poser ma question. Dans le fond, le Québec est un pays. J'aimerais savoir c'est quoi votre vision sur les régions, parce qu'on sait que le développement économique est quand même assez semblable. Il y a beaucoup dans les matières premières, les mines, je pense à l'Abitibi, le Saguenay justement, la Côte-Nord, aussi l'exploitation forestière, pardon. Le déclin démographique aussi malheureusement. Dans les 5 prochaines années, on estime que la population va diminuer, il y a moins d'immigration aussi par rapport à Montréal. Donc tous ces enjeux-là, j'aimerais savoir, dans un Québec indépendant, ça serait quoi les mesures pour vraiment venir revitaliser, sinon peut-être un peu ouvrir les régions pour permettre la prospérité? Il y a un élément qui va changer de manière structurelle. Tout le reste, ça va être une succession de gouvernements qui choisissent leurs orientations. Puis des fois, là, on a l'impression qu'avec l'indépendance du Québec, on cristallise des politiques publiques pour 50 ans. Le gouvernement qui fera l'indépendance va peut-être survivre 2 ans à l'indépendance pour être remplacé par un autre gouvernement. Là, c'est ça la démocratie. Mais il y a une chose de structurelle qui va changer, qui est majeure, notamment pour le Saguenay. C'est qu'un Québec indépendant va décentraliser les pouvoirs et les sommes qu'on va récupérer d'Ottawa. Si tu vas chercher 90 milliards d'impôts envoyés à Ottawa, tu ne mettras pas un système ultra centralisé où est-ce que tu essaies de faire du mur à mur entre des régions du Québec qui vont ne pas avoir les moyens de trouver les solutions puis qui vont être prêts avec des politiques qui ne collent pas à leur réalité. La doctrine d'origine de René Lévesque, qui a notamment mené à la création des MRC, c'est la décentralisation de chaque région avec des moyens pour eux-mêmes prendre en charge des responsabilités importantes. Je vous donne par exemple les pays scandinaves, la Floride. Il y a plusieurs endroits où ce sont les régions qui gèrent la santé. Et c'est eux qui ont le fardeau de livrer et de rendre des comptes à leur population. L'État central s'en mêle presque pas. Donc, ce qui va changer de manière structurelle, c'est qu'on va prendre une grosse partie des sommes, puis on va donner plus de pouvoir et décentraliser. D'ailleurs, ce sera mon plus gros argument en campagne pour dire à chaque région de voter pour le oui, parce que c'est toute une occasion que d'avoir 90 milliards. Là. Je veux dire, tant qu'à y être. Est-ce qu'on peut faire des choses qui sont à l'avantage et souvent des choses qui sont souhaitées? Là, la même chose en Abitibi. Même chose, Bas-Saint-Laurent, on entend les mêmes choses. Là. C'est que plus c'est centralisé, plus c'est mésadapté à des réalités, puis plus on me donne tous les problèmes, mais sans les moyens de solutionner. C'est vrai pour les villes notamment. Donc, ça fera partie de l'offre politique qui va changer les choses de manière durable. Ensuite, par contre, sur la situation particulière des mines, de la foresterie, des politiques économiques, gardez en tête, on fait juste s'entendre sur le fait de décider par nous-mêmes et d'exister à l'international. Mais on demeure en démocratie de sorte qu'un gouvernement, après 4 ans, va remplacer l'autre, puis ensuite, il y en a un autre qui va le remplacer. Donc, les politiques vont évoluer au fur et à mesure de la démocratie. Ça, c'est pas permanent. Mais ce qui est permanent, ce serait cette décentralisation-là. Enfin, je vous remercie beaucoup. On se revoit au partiel. Parfait. On se revoit en porte-à-porte. Ben, salut. Dans le fond, ma question, c'est, tu sais, le ministère de la cybersécurité et du numérique, ça a été géré vraiment comme de la merde, on se le cachera pas. On se le cachera pas. Puis ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire avec ce ministère-là? Est-ce qu'il va continuer d'exister? Est-ce que vous allez faire de nouveaux projets pour moderniser le Québec d'une façon numérique? Ou complètement l'oublier puis rien faire au niveau de ça? Ben, la vérité, c'est qu'on peut pas fonctionner avec des fax. C'est ça le problème. C'est que littéralement, on fonctionne toujours avec des fax. Ça marche pas. Et le problème, il est identique à celui de la construction sous Jean Charest. L'État donne des contrats. L'État dispose de budgets faramineux, des milliards de dollars. Que font les prédateurs de l'État? Que font les bandits à cravate? Ils vont tenter de gonfler le contrat octroyé par l'État et aller chercher une ristourne. Et ça, c'était vrai en construction, en échange d'un financement au Parti libéral du Québec. C'est la commission Charbonneau. Et c'est ce qu'on va découvrir sur les contrats informatiques, à mon avis. Parce qu'il y a trop d'indices d'une généralisation du gonflement des coûts. Donc, ce n'est pas d'octroyer des contrats qui est le problème. Ce n'est pas d'agir en matière informatique. C'est de n'avoir aucun garde-fou, aucun contrôle ou même
de faire fermer volontairement les yeux, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu la commission Galland, c'est hallucinant, là, des gens qui disent, dont des ministres, « Ouais, je l'ai vu, mais en tout cas, non, j'ai pas posé de questions sur comment ça coûtait. » Ça marche pas, là. C'est pas normal. Moi, je les crois même pas. Je crois pas qu'on peut être à ce point étourdi et incompétent. Donc, il y a peut-être un élément volontaire qui ressemble à ce qu'on avait vu en construction. Donc, le sujet ici, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour limiter la corruption, les conflits d'intérêts et les gonflements de coûts. Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'État ne prenne pas tout le risque des dépassements de coûts et que le co-contractant, lui, ait juste à demander des extras, c'était le terme qu'on utilisait en construction. C'est la même chose en informatique, ce sont des extras. C'est que ça ne coûte rien de dire à l'État « Hey, sais-tu, moi, j'ai décidé, ça coûte 50 millions de plus. Désolé, ciao, bye. » C'est ça qui se passe en ce moment. Et ce sera un problème pour toujours. L'État sera toujours confronté à des risques de corruption, de gonflement des contrats ou d'incompétence dans l'octroi de ces contrats-là. Et j'ose espérer qu'un gouvernement du Parti québécois va être à la hauteur du gouvernement Lévesque, notamment, qui était pris avec l'administration Bourassa, qui faisait exactement ça. Et ils avaient gagné 76 avec une annonce que vous pouvez voir sur YouTube. Et ce sont des balais qui font le ménage. C'est dit les conflits d'intérêts, la corruption. Ça nous prend un vrai gouvernement. Puis c'était le slogan du Parti québécois. Donc, j'espère... en fait, je suis convaincu, mais je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on s'envole là pour faire ce ménage-là comme le Parti québécois l'a déjà fait dans notre histoire. Merci beaucoup. Merci. Excellente question de votre part. À votre tour. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis un souverainiste convaincu qui a grandi dans une famille de fédéralistes. Ah, bon, on a ça en commun. Ouais. Je suis certain que plus tard, on va être un pays. Ma question, c'est quand on va être un pays, c'est comment est-ce le camp du oui doit opérer la réconciliation avec le camp du non pour qu'on mette fin à des divisions qui pourraient survenir pendant la campagne référendaire? Ça va se faire tout seul. Et voici pourquoi. Les gagnants écrivent toujours l'histoire. Et c'est un peu notre problème en ce moment. J'entendais je lisais des reportages sur les francophones en Ontario qui constatent que le programme d'éducation ne dit pas la même chose aux anglophones qu'aux francophones sur ce qui est arrivé aux francophones. Les gagnants écrivent toujours l'histoire. Donc, lorsque le oui gagne, la proclamation de l'indépendance du Québec a lieu et que nous devenons un pays, il n'y aura plus personne qui va dire qu'il était dans le camp du non. Tout le monde va dire « Ah non, mais c'est sûr qu'il fallait faire ça, puis maintenant que c'est fait, c'est parfait. » Et ce sera fin de l'histoire. De la même manière que maintenant que le PQ est à 38% dans les sondages, tout le monde a toujours été péquiste. Mais je vous jure que j'ai déjà été à 8%, puis que c'était pas tout le monde qui était péquiste. Il y a ça dans les phénomènes de changement social. Les gens vont se rattacher, se raccorder avec la nouvelle réalité. Donc, il n'y aura pas de réconciliation, ça va se faire tout seul. Tout le monde va... Ça n'arrive jamais qu'on crée un pays et que quelques années plus tard, il y a un camp du non qui dit « Moi, je veux vraiment revenir sous le joug du colonialisme canado-britannique. J'insiste pour qu'un Parlement décide pour moi. Je ne veux plus décider par moi-même. Jamais dans l'histoire, on a vu un peuple redemander d'être sous la domination d'un autre peuple. Ça n'existe pas, donc ça va se faire tout seul. » Merci. Bonjour, M. Plamondon. Bien, enchanté de vous rencontrer. C'est un honneur de vous avoir au Saguenay. Merci. Moi, ma question, ça concerne qu'est-ce que vous allez faire pour contrer, mettons, tout ce qui est... Vous savez, ce que vous avez parlé dans la campagne de 95, quand ils ont fait plusieurs actions pour contrer le camp du oui. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Si, mettons, ils posent des actions qui font des campagnes pro-Canada, parce qu'ils avaient déjà fait ça à Montréal. Mais ils ont triché le financement. En fait, on évalue qu'ils ont dépensé 2 fois plus que le camp du oui, en trichant, notamment en ayant des opérations à partir de Toronto, mais qui ne paraissaient pas dans les livres. Il y a eu le Love-in. Donc, tout le monde a débarqué à Montréal pour dire « on vous aime ». En rétrospective, c'est épouvantable ce qui allait nous attendre après. Il y a tout ça, mais il y a eu surtout le vote de gens qui n'auraient pas eu le droit de vote. Ils n'avaient pas de résidence au Québec et venaient voter pour le non. Et on estime à plusieurs milliers, de sorte que peut-être le oui aurait passé, n'eût été de cette manœuvre électorale. En même temps, c'est notre propre négligence, parce qu'on avait averti Jacques Parizeau que ce serait mieux de procéder avec une carte électorale. L'Alberta vient de faire quelque chose d'intéressant. Donc, le permis de conduire en Alberta, maintenant, a une petite indication pour ceux qui ont
un droit de vote. Donc, on pourrait concevoir quelque chose de similaire, là, s'assurer qu'il n'y a pas de fraude à travers des pièces d'identité qui, désormais, permettent de comprendre qui devrait voter et qui ne devrait pas voter. Mais c'est certain qu'il y a eu... il y a eu des failles en 95 qu'on va devoir réparer. J'ai pas la prétention, par contre, de pouvoir parer tous les coups, là. Il va falloir être intelligent. Je pense qu'on va être moins naïf. Il y a une naïveté dans le péquisme d'origine, là. Sous l'évêque, là. Il y a quelque chose de québécois dans le Parti québécois. C'est quoi être québécois? C'est dire... je ne veux pas généraliser, là, puis je ne me ferai pas que des amis avec ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de québécois, des fois, de dire on a fait quelque chose, c'est de bon cœur. On l'a fait avec les moyens qu'on avait, mais bon, ça n'a pas marché. Hein? Bon. Tu sais, il y a quelque chose de tu sais, on n'est pas irlandais, là. Si on était irlandais, probablement que ça serait déjà fait. On aime notre paix sociale, on aime... Je trouve le peuple québécois un peu trop bonasse des fois. Il est comme gentil, mais gentil au point de ne pas envisager qui on a devant nous, là, c'est-à-dire un véritable empire britannique, colonial. Et c'est pas de la tarte, là. Je pense que peut-être que là, on est plus sensibilisé au fait qu'ils vont tricher puis qu'ils vont mentir. Mais au début, j'ai eu des discussions assez musclées avec des anciens là-dessus qui n'étaient pas contents que je leur dise ça. Mais je pense qu'il y avait une belle naïveté, mais une naïveté coûteuse dans les deux rendez-vous précédents. On va faire notre possible pour être à la hauteur lors de ce rendez-vous ultime de la trilogie. Ben, parfait, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour votre question. Je prendrai quelques secondes. J'avais préparé une question aussi. Est-ce que vous me donnez le droit de vous la poser, oui, évidemment. même si je n'ai pas fait la file? Est-ce que le Parti québécois, ou bien du moins, est-ce que vous défendez l'idée qu'un Québec indépendant devrait rompre avec le système minier actuel qui permet de nombreux abus de pouvoir par les compagnies minières au nom de leur droit d'exploiter? Ben, c'est plus le programme du Parti québécois qui dit ça. Donc, on a dans notre programme une volonté là, de réforme du régime minier, mais c'est programmatique, ce n'est pas lié à l'indépendance. Ce que l'indépendance te donne, c'est le droit de décider. La manière d'exercer ce droit décisionnel va dépendre du gouvernement qui est élu. Mais ce dont tu parles n'est pas tant lié à l'indépendance, à mon avis, qu'au programme du Parti québécois. Puis vous allez trouver une réponse dans le Parti libéral, puis dans le programme de Québec solidaire et des conservateurs. Et dans quel cas, dépendamment de qui est élu, à chaque 4 ans, ben, on va se ramasser avec des politiques différentes, comme par exemple les claims miniers. C'est vraiment un bordel en ce moment, là. Si c'était un gouvernement du Parti québécois, ça n'aurait pas lieu. On s'est déjà prononcé. Mais ce n'est pas nous qui avons été choisis. L'indépendance, ce n'est qu'une question à nouveau de décider par nous-mêmes, d'avoir l'entièreté de nos impôts et nos taxes entre nos mains et l'entièreté du pouvoir décisionnel. Ensuite, il va arriver plein de choses sur 100 ans. Probablement que par la force des choses, le régime minier est très, très proche d'être réformé, mais pour d'autres raisons. Je vous remercie pour votre réponse. À vous. Merci. Vous mentionnez tout à l'heure une peur d'un Québec divisé, d'un Québec souverain. Moi, j'ai pas peur d'un Québec souverain, mais j'ai peur d'un référendum. On voit beaucoup... Au moins, vous avez l'honnêteté de le dire. Ouais. Parce que la plupart, ils disent que non, mais tu regardes dans le non-verbal, puis dans ce qu'ils disent, puis c'est évident que c'est le cas. On voit autour de nous, dans différentes élections, que les gens votent souvent assez rapidement. Choisissent le vote. On le voit en ce moment avec les élections municipales. Dans certaines villes, les programmes ne sont pas encore sortis, puis on a déjà des grosses majorités. Moi, ce qui me fait peur dans un référendum, ça serait que la population ne soit pas assez informée, qu'on n'ait pas assez longtemps pour avoir cette discussion-là très importante, d'autant plus que les impacts d'un référendum seraient beaucoup plus hauts que les impacts d'une élection municipale, provinciale, fédérale, n'importe quelle élection, puisque c'est le futur entier du pays qui en dépendrait. Donc, ma question, c'est comment prévoyez-vous, lors de votre référendum, ouvrir la discussion et le débat pour que tous les Québécois puissent avoir toutes les informations nécessaires pour prendre leurs décisions? Bon, on publie tout de suite le livre bleu. Donc là, on détaille par secteur de l'économie québécoise, par secteur de la société civile, ce qu'est l'indépendance du Québec, ce que ça implique. On a déjà publié le budget d'un Québec indépendant, on a déjà publié notre politique en immigration, puis on va publier la citoyenneté partagée d'un Québec indépendant. Donc, rendu un gouvernement du Parti québécois, tu as déjà pas mal d'informations. Mais
ne perdons pas de vue, parce que la question est pertinente, que ce n'est pas tout le monde qui vote sur une base strictement rationnelle. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et oui, à ce moment-là, se pose la question, est-ce que le choix démocratique est le reflet des émotions ou le reflet de cette information-là? Et la peur joue pour beaucoup. C'est pour ça que je parlais de la peur. C'est là que ça s'est joué par le passé. Et c'est pas surprenant parce que si on est un peuple qui est dominé par un empire pendant des siècles, ne perdez pas de vue que ça structure la pensée des gens. Les patriotes qui se sont révoltés, certains ont été pendus, d'autres ont été éventrés à Saint-Eustache là, et exhibés à toute leur famille et à toute le... Nous, on ne le sait plus parce que ça fait plusieurs générations, mais ça a structuré notre façon de voir l'action politique, jusqu'où on peut se rendre. Ça crée une mentalité, une culture. Donc, c'est pour ça que les émotions vont être un véritable défi. Ce n'est pas l'absence d'information, elle va tout être là. Ça va être plutôt comment est-ce qu'on s'assure que, justement, ce soit cette évaluation-là qui nous amène à la conclusion et non pas une campagne de peur parce qu'elle va venir. C'est ce que le fédéral sait faire de mieux, ces campagnes de peur-là. C'est sûr que ça s'en vient. Oui. Si vous pouvez me le permettre, justement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut trouver ces moyens-là. Est-ce que vous en avez en tête pour être capable de tasser les émotions puis vraiment plonger dans le débat? Oui, sauf que je ne ferai pas de stratégie à air ouverte parce que je ne veux pas donner... C'est comme à Battleship, si tu dis j'ai placé mon gros bateau de B1 à B10. Donc, mais oui, évidemment qu'on réfléchit à ça, mais c'est pas simple. J'ai pas la prétention, pour être honnête, d'avoir une solution magique. On s'y penche, on réfléchit beaucoup à ça, on en est conscient, mais c'est pas facile à solutionner. Si ça avait été facile, ça ferait longtemps que la question serait réglée depuis au moins 80 ou 95. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour votre question. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Sur la question de la santé mentale, je suis pas médecin, mais il me semble qu'en piluler des personnes quand ils sont, par exemple, dépressifs, il me semble qu'on pourrait, par des habitudes de vie, il me semble aussi, y a-tu dans les entreprises pharmaceutiques, c'est-tu pour les gonflés d'argent, Ben, oui, il y a ça. Dans le sens qu'on a vraiment une commercialisation de la santé, de sorte que des saines habitudes de vie, ça ne rapporte pas à personne. Là. Et le système de santé est bâti pour répondre à une maladie et non pas pour promouvoir la santé. Même qu'on parle de prévention le plus souvent. Mais même cette notion de prévention est vraiment axée sur la maladie. Alors que si on se dit, en fait, la mission d'un gouvernement, c'est d'avoir la population la plus en santé possible, on va se détacher du nombre d'actes médicaux puis du nombre de pilules, puis on va se dire, bien, comment est-ce qu'on se rend à l'étape où la personne n'a pas besoin de pilules? Sauf que, évidemment, qu'il y a une pression sur l'État, qui est à nouveau une vache à lait en termes de milliards de dollars, pour avoir cette industrie de pilules, et on a complètement, à mon avis, perdu le contrôle là-dessus. Le nombre de personnes qui doivent avoir recours à des pilules devrait nous alarmer sur notre bien-être. On a fait un conseil national sur justement ces notions de promotion de la santé et de prévention parce qu'on calcule que de toute façon, financièrement, en termes de médecins et de pilules, au rythme où vont les choses en termes de dégradation de la santé physique et mentale de la population, l'État ne sera pas capable de soutenir ce rythme-là sur le plan financier. Donc, de toute façon, ça s'en va dans le mur. Donc, il va falloir revenir à qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on est en santé. Ça va demander des remises en question sur ça. Il va y avoir des discussions sur le sens, parce qu'on peut avoir aussi une population qui ne voit plus le sens, là, qui regarde ça et qui dit c'est juste déprimant. Plusieurs questions profondes vont devoir se poser en Occident. On a travaillé là-dessus, on a certaines orientations, mais je pense même diviser. Ce n'est pas un engagement, là, je ne veux pas faire la nouvelle avec ça, mais je pense même diviser les activités du ministère de la Santé pour avoir vraiment une branche qui ne fait que de la santé publique, de la prévention et donc essayer de renverser la logique budgétaire. Le problème, par contre, d'un gouvernement qui prend cette orientation-là, c'est que si tu enlèves de l'argent aux choses courantes pour faire davantage de prévention et de promotion de la santé, avant que tu vois ton résultat, tu en as peut-être pour 5 ans, puis pendant ces 5 ans-là, qu'est-ce qui arrive? Là? Est-ce que tu es capable de maintenir le rythme
d'un système qui est déjà en train de craquer. Donc, on a des enjeux. C'est pour ça que j'aimerais bien rapatrier 90 milliards de dollars. Merci. Question, ma foi, intéressante. C'est maintenant à vous, monsieur. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, ça va bien? Bien vous. Oui. J'aimerais vous entendre sur un spectre qui plane au-dessus du projet d'indépendance du Québec depuis longtemps déjà, qui est celui de la partition du Québec dans le cas d'un référendum gagnant. Dans les années 90-2000, avec ma famille, on a été exilés dans la région métropolitaine. Puis je me suis constitué en tant que citoyen et homme, on va dire, dans un milieu très cosmopolite, très multiethnique. J'étais entouré de gens de partout dans le monde et j'ai souvent entendu dire que, en fait, quand je questionnais mes amis sur leur point de vue par rapport à leur identité puis comment ils se sentaient, est-ce qu'ils se sentaient québécois ou canadiens ou c'est très rare d'entendre des gens qui se disent autre chose que canadiens ou montréalais. Le milieu des gens qui se disent québécois, c'est plutôt une forte minorité. Donc, j'aimerais savoir comment vous voyez cette problématique-là, étant donné que ça a été promis par... Je dis promis, c'est une menace qui a été brandie par des gens comme notamment Stéphane Dion dans le passé. Puis on a vu que dans les dernières élections montréalaises, il y avait un parti de M. Holness, si je ne m'abuse, qui faisait éminemment la promotion d'un Montréal cité-État qui serait annexé au Canada finalement en contexte de référendum gagnant. Donc, j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. Bien, ça fait partie de la campagne de peur, c'est-à-dire que sur le plan strictement juridique, les États ont des frontières et ce qui permet au Québec d'aspirer à l'indépendance, c'est la présence d'une frontière, d'un territoire défini sur plusieurs décennies et l'existence d'une nation reconnue sur ce territoire-là. Donc ensuite, on ne peut pas juste dire à la pièce, même s'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de cartographie, puis il n'y a pas de nation, nous autres, on va juste extraire un bout parce que ça nous tente. Il n'y a aucun fondement juridique à ça. Mais il y a un fondement politique, c'est que ça crée de la peur. C'est sûr que Stéphane Dion va faire ça. Stéphane Dion va passer son temps à dire « Voici le cataclysme qui vous attend si vous votez oui. » Et là, ben, il peut y avoir une pluie de sauterelles, il peut y avoir un tourbillon, il peut y avoir n'importe quoi qui va induire de la peur. Mais sur le plan strictement juridique, ça ne tient pas pour 2 sous parce que le West Island n'est pas une nation ni un territoire, c'est rien d'autre qu'une partie d'un territoire québécois qui a le droit à son intégrité. Il n'y a pas une cour de justice internationale qui pourrait décider autrement à ce niveau-là. Mais comptez sur le fait que ça fera partie des techniques. Là. Ils vont être une quinzaine d'ultra-fédéralistes financés par Ottawa, puis là, ils vont soulever un mouvement. Puis essayer de convaincre la population de se séparer du Québec pour se joindre au Canada. C'est des formes d'entrisme, d'activisme pour empêcher l'indépendance du Québec, souvent à même des groupes qui sont totalement financés par le fédéral. Donc, le fédéral fait de la politique à même nos impôts à nous, parce que ce sont nos impôts qui ont été prélevés. Ça fait partie du coefficient de difficulté de réussir. Et considérant que c'est pas notre côté qui avons le gros bout du bâton, si je puis dire, puis que du point de vue juridique, on a vu lors du dernier référendum que l'autre côté, nos adversaires, ils s'enfarchent pas nécessairement dans ces considérations-là. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur, justement, qu'une telle manœuvre puisse aboutir à quelque chose de plus que des simples mots? Ça ne tient pas beaucoup la route, non. L'autre chose aussi, c'est que si l'indépendance du Québec a lieu en cette dernière ultime rendez-vous, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anglophones qui vont embarquer. Parce que ce que je vois, c'est que l'identité québécoise et le fait qu'on en a ras-le-bol des conneries ou des dérapages du fédéral, il est partagé de manière assez large. Il y a des problèmes avec le fédéral qui sont constatés par tout le monde. Donc, le jour où on obtient une majorité pour le oui, c'est qu'on aura quand même coalisé une partie substantielle des Québécois anglophones, des Québécois issus de l'immigration, simplement parce que ça a plus de sens. Et simplement parce qu'ils sont Québécois. Hein, pour être allé justement en Ontario, en Alberta, j'ai même été agent de bord pour Air Canada dans ma jeunesse, là, c'est pas peu dire. Un Québécois anglophone, il est pas mal plus Québécois qu'il est albertain. Je veux dire, c'est que le régime fédéral
utilise des ressources pour gonfler cette division-là. Donc, c'est la doctrine de diviser pour mieux régner. D'ailleurs, vous remarquerez comment le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada créent constamment le discours de l'autre. Donc, si je dis, supposons, je veux qu'on baisse les seuils d'immigration pour avoir du logement pour tout le monde, puis avoir un équilibre, moi, je vais toujours parler de seuil. Je ne parlerai jamais d'immigrants, puis je ne ferai jamais de blâme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une division fictive, parce que c'est faux, en disant, ben là, le Parti québécois est en train de diviser, de créer l'autre, puis il blâme les immigrants. Mais en fait, il crée de toutes pièces cette division-là. Il crée de la peur également, dans l'espoir qu'on se divise à leur profit. Mais ça a toujours été ça. C'est la fameuse doctrine diviser pour mieux régner. Ça remonte au temps des Romains. Et c'est très, très britannique également, c'est-à-dire que tu donnes assez de droits à tout le monde, tu les places dans des réserves ou dans des territoires un peu, puis ensuite, tu donnes des cadeaux à chaque chef de tribu sur le territoire. C'est une technique du colonialisme britannique qui est de nous diviser. Mon but, c'est de contrer ça et d'unir tout le monde ou d'unir un nombre substantiel de sorte que probablement que la traction d'un mouvement de partition va être moins forte que ce qu'il y avait à l'époque. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, nous arrivons un peu à court de temps, donc nous répondrons qu'aux 4 personnes restantes. À vous, monsieur. Bonjour, monsieur. On a effleuré le sujet un petit peu plus tôt avec les manœuvres douteuses du camp fédéraliste en 1995, puis je pense entre autres au scandale des commandites à la commission Montgomery, puis on en a une manœuvre frauduleuse qui est encore bien en évidence devant nous depuis 25 ans, la loi sur la clarté référendaire qui, à mon sens, c'est un moyen de contourner le droit à l'autodétermination des peuples. Donc, ouais. Comment ça va fonctionner la mécanique entre Québec et Ottawa qui va s'engager sur cette loi-là et la loi 99 de M. Bouchard qui était présentée en réponse à ça au moment du déclenchement de la campagne référendaire? Donc, il y a eu une loi qui était la réplique de l'Assemblée nationale. Mais tu sais, Jean Chrétien a avoué qu'il n'allait pas reconnaître le résultat du oui. Hein? Et pourtant, pendant la campagne référendaire, il disait qu'il allait reconnaître le résultat. C'est un tissu de mensonges, cette affaire-là. Parce que c'est un régime colonial. Le Canada, encore aujourd'hui, pense et fonctionne en régime colonial. Il n'y a aucun doute. Donc, je ne m'attends pas à une balade dans le parc, mais je m'attends à une fatigue. C'est un pays qui est vraiment brisé, le Canada, à plusieurs égards, dans son fonctionnement, mais également quand je me promène en Alberta, par exemple, on se parle, puis pourtant, on vient de sociétés tellement différentes et on constate les mêmes choses. Donc, ce n'est pas exclu non plus que le fédéral devienne comme une voix tannante, fatigante, qui n'a plus de pertinence. Ça se peut que les provinces se parlent directement à un moment donné, puis disent on a tous le même constat, on a tous la même fatigue. Est-ce qu'on peut juste s'entendre entre nous autres? On sort de ce régime-là, de toute façon, ça ne marche pas. Ça date de 1867. La seule façon de réformer, ce n'est pas de négocier avec une poignée de personnes qui exercent un pouvoir illégitime sur nous. C'est de simplement s'entendre entre nous autres. Dans quel cas, il n'y a plus de substance au Canada. Il y a plus de... C'est la fin de l'abus de pouvoir. Donc, il ne faut pas essayer de contrôler ce qui va arriver. Il faut servir la vérité en sachant que les astres, tout bouge et qu'on n'est pas les seuls à voir la réalité. Ça me frappe, moi, dans les dynamiques canadiennes. Donc, on n'est pas en 95, à plusieurs égards. Merci beaucoup. Merci. Très bonne question. À madame ensuite. Allô? OK. Allô? Je sais pas comment je vais le formuler parce que je l'avais dans ma tête. Fait que là, mon Dieu, il est haut, hein? OK. Merci, c'est gentil. Ah, merci. On parle beaucoup de référendum du oui depuis tout à l'heure, sauf que moi, il y a une question qui m'inquiète particulièrement. Je suis une future enseignante au secondaire. Puis, on le voit beaucoup que l'éducation se fait un peu chambranler d'un bord et de l'autre. Puis, des trucs passent, des trucs sont enlevés. Mais... là, je veux pas que vous me parliez de votre plan entourant l'éducation et tout ça, mais tu sais, est-ce que vous pensez qu'en éducation, il faudrait faire une réforme complète? Qu'est-ce que le référendum pourra apporter à l'éducation? Qu'est-ce que... Tu sais, ça va mal en éducation, on va se le dire, là. Tu sais, voici deux choses. La première, c'est que
Il y a le programmatique du Parti québécois. On va tenir un sommet sur l'éducation. On s'y est engagé. On a un comité de sages qui travaille déjà à voir comment on peut amener certaines réformes pour améliorer le sort de l'éducation en général au Québec. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec l'indépendance, c'est-à-dire qu'un gouvernement pourrait simplement le faire, mais pas faire l'indépendance. Par contre, l'indépendance apporte, une fois qu'elle est réalisée, une capacité de bonification des services à la population en général. Parce que les économies qu'on fait lorsqu'on met fin au dédoublement d'Ottawa génèrent des sommes. Et là, il y a un arbitrage qu'on va devoir faire que je ne peux pas faire pour l'instant parce que ça prend vraiment les moyens de l'État pour passer au peigne fin chaque programme fédéral et se dire est-ce qu'on met fin à ce programme-là dans un Québec indépendant? Est-ce qu'on le reprend en partie? Viendra un moment, donc, où le Parti québécois va être capable de savoir si le fait de rapatrier les 90 milliards et de mettre fin à des dédoublements permettent un réinvestissement à certains endroits. Mais pour l'instant, je présume que c'est le cas, mais je ne suis pas capable de répondre parce que je n'ai pas les moyens de le calculer dans le détail. Et si je me mettais à promettre des choses qui ne sont pas vraies, là, on perd la confiance de la population. Donc, c'est très important pour moi de le prendre par étapes. Mais un gouvernement du Parti québécois va évaluer l'hypothèse du rapatriement du 90 milliards et les économies qui peuvent être faites pour réinvestir dans ce qu'il y a d'essentiel pour la population. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel pour la population? Éduquer nos jeunes, prendre soin de nos aînés, leur donner une dignité en fin de vie, donc soigner notre monde également, puis offrir une sécurité. Le niveau de sécurité et de bien-être de la population qui a caractérisé le Québec en Amérique du Nord est en recul en ce moment. Et ça tient à cœur, c'est important pour la population. Donc, le but de notre gouvernement, ça va être de recentraliser les ressources vers les missions fondamentales. Donc, ça touche l'éducation. Mais en termes exactement de dollars et de calculs, tant que je n'ai pas la machine pour vraiment évaluer chaque dollar qui est dépensé par le fédéral en ce moment, je ne peux pas répondre sur l'impact de l'indépendance en éducation, mais je présume qu'il va en avoir un. D'accord. Merci. Je vous remercie, madame, pour votre question. À vous, monsieur Boily. Merci. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Lors de votre discours d'inauguration en tant que chef du Parti québécois, vous avez admis en deuxième partie, si je me rappelle bien, que la charte et le test des valeurs avaient été un facteur qui avait rebuté une partie des Québécois du gouvernement marois et de l'indépendance dans les années 2012. Ne pensez-vous pas qu'en ce moment, la montée de la laïcité et les interdictions de faire des prières dans les rues et un peu tout ça, ça peut encore une fois rebuter une partie de la population du mouvement indépendantiste? Oui, en fait, ça fait référence à ma première course à la chefferie. Donc, ce sont des citations de 2016, pour être précis. Et ce que j'avais reproché au Parti québécois à l'époque, c'était Bernard Drinville qui avait mené ce dossier-là, c'est que clairement, il y avait une volonté d'instrumentalisation à des fins électorales. Et j'avais soutenu pourtant la démarche de laïcité du PQ en disant on aurait juste dû appeler ça « loi sur la laïcité et la neutralité de certains des agents de l'État », faire une loi sobre, un débat sobre, puis ensuite procéder. Mais c'est sûr que si on le monte en épingle, puis là on dit nos valeurs, charte des valeurs, puis on part sur des déclarations qui nous éloignent du débat de fond, à savoir est-ce que la paix sociale est servie par la laïcité ou est-ce que l'exacerbation du religieux nous sert? Ça, c'est un débat légitime. Puis tous les débats sont divisifs en passant. Hein? Dans une démocratie, aussitôt que tu débattes quelque chose, il y a du pour puis il y a du contre. Mais on ne s'empêchera pas de débattre. Mais il y a un sens de la sobriété et de la responsabilité sur un certain nombre de sujets que je vais maintenir. Et c'est difficile à maintenir parce qu'évidemment, j'ai des adversaires qui vont justement... QS fait ça toutes les semaines pour se faire valoir qu'est-ce que QS fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que Gabriel Nadeau-Dubois l'a déjà avoué. Si Québec solidaire veut de l'attention, il faut taper sur le PQ. Donc là, ils font ça. Donc là, récemment, c'est ça qu'ils font. Ils disent « Ah, ben là, le Parti québécois revient à ses origines divisives en osant soulever la question des prières de rue ou des signes religieux dans nos institutions. » De mon point de vue, c'est le rôle d'un parti politique de trancher chacune des questions. Quand je ne suis pas sûr ou quand je trouve ça plus délicat, je vais même en référendum auprès de mes membres. Le résultat est ressorti beaucoup plus fort d'ailleurs que ce que je pensais. Moi, je m'attendais à du 80-20 à peu près. Mais tu sais, on va être sobre sur n'importe quel sujet où justement on pense que la perception puis la déformation par nos adversaires peut prendre plus de place que le débat de fond. C'est pour ça que vous allez me voir publier des longs textes de 1300 mots sur ma page Facebook. Là, tout le monde me dit d'arrêter. Mais moi, je continue parce qu'il faut qu'il y ait un espace intellectuel de pourquoi on fait les choses.
mais on va demeurer assez sobre sur ces sujets-là. Moi, je ne m'en vais pas en campagne sur la laïcité. Je fais juste dire, nous avons disposé de ces questions-là, on a une réflexion, puis voici notre position là-dessus, comme sur n'importe quel autre sujet. Je veux simplement pas consentir à une omerta qui me serait imposée par mes adversaires ou par des groupes qui veulent essentiellement qu'on conclue que certains sujets ne peuvent jamais être débattus de peur de se faire traiter de je sais pas quoi. Puis là, m'a rendu, ça fait 5 ans, aujourd'hui d'ailleurs, c'est aujourd'hui que ça fait 5 ans que je suis chef. Puis ça fait 5 ans que j'ai enduré toutes sortes de calomnies. Là. Fait que je ne suis pas à une calomnie près. Puis je garde le cap, mais attendez-vous à quelque chose d'assez sobre de notre part. Regardez comment j'ai géré ça là, dans les médias. C'est pas moi qui mets... C'est un autre parti politique qui met du tabasco là-dedans dans l'espoir de remonter dans les sondages et ça ne fonctionnera pas, by the way. Excellent. Merci beaucoup, puis bon 5 ans à la barre du PQ. Merci. Là. Je vous remercie. Vous avez l'honneur de dire la dernière question. Oui, je vais avoir l'honneur de la poser. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis dans le domaine social. Puis, ce que je constate en ce moment, c'est que, mettons, les revenus pour les prestataires d'aide sociale, c'est épouvantable par rapport à la hausse du prix des loyers. Certains organismes parlent de 1 200 par mois pour qu'une personne puisse arriver. Exact. Je me demandais, en fait, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Parce que cette clientèle-là est souvent oubliée, malheureusement. Évidemment. C'est les personnes aînées, les personnes en situation d'itinérance et les plus pauvres qui sont frappées de plein fouet. Mais vous imaginez à quel point c'est fâchant que le fédéral ait débalancé volontairement le marché du logement, alors que ses propres fonctionnaires ont dit à Justin Trudeau, si vous continuez dans un modèle d'immigration non planifié, là, puis illimité, on va frapper la pire crise du logement de notre histoire. Ils se l'ont fait dire, ils ont continué à des fins idéologiques, et ça frappe particulièrement le Québec et l'Ontario, pas les autres provinces. Donc, quand le Québec est allé voir les autres provinces en disant on peut-tu au moins avoir une répartition coordonnée à l'échelle du Canada, les autres provinces vertueuses qui sont toujours en train de dire au Québec ce qu'on n'est pas bon ou pas vertueux, là, bizarrement, ils s'en sont lavé les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas que le Québec a les moyens, pour l'instant, de financer. C'est un peu comme la santé tantôt. Là, si la hausse des enjeux de santé mentale augmente, l'État ne sera pas capable de trouver un psychologue pour chacun. Là. De la même manière que je ne pense pas qu'on peut simplement continuer à faire comme si c'est normal que le loyer coûte à ce point cher. Donc, on va faire 2 choses. On va, dans un premier temps, rétablir l'offre et la demande. Ça va prendre quand même un bout, mais on peut rétablir l'offre et la demande en misant sur le nombre de personnes sur le territoire qui doivent être remis dans une perspective plus raisonnable. Augmenter l'offre de logement social. Parce que ça a été vraiment escamoté par la CAQ. Hein. On avait un Accès Logis, qui est un programme péquiste, qui a été aboli. Puis ils ont osé nous dire que le privé s'occuperait du logement social. J'ai d'ailleurs quelque chose que je vais pouvoir éventuellement vous parler ce soir-là, en tout cas, si vous avez le temps. Mais... On a un rassemblement militant pour ça. C'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que si on joue sur l'offre et la demande, non seulement les loyers vont devenir plus acceptables, mais on va donner à la prochaine génération le droit de devenir propriétaire. Parce que ce qui s'en vient, c'est une génération qui va être frustrée et à juste titre. Là, c'est honteux. Là. Tu ne peux pas dire à une génération, tout le monde a eu une propriété en travaillant un job, parfois dans des conditions de travail quand même enviables. Toi, non seulement tu ne seras jamais propriétaire, mais tu n'arriveras même pas à la fin du mois en cumulant quasiment 2 jobs. Là. C'est le genre d'injustice qui crée vraiment des problèmes de paix sociale. Donc, on n'a pas le choix de réussir à rétablir l'équilibre. Mais en ce moment, le fédéral continue dans des politiques qui rendent l'équilibre impossible. Si tu accueilles à la colle des dizaines de milliers de personnes depuis le début de l'année, c'est pas vrai qu'on a construit le même nombre de logements pendant ce temps-là. Là. Donc, ça va brasser, mais je vais m'assurer que le prix des loyers revienne à la base. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, oui, on peut créer des programmes de soutien aux personnes plus démunies à travers les groupes communautaires. Et si on s'est engagé à rehausser leur financement, ça pourrait peut-être débloquer sur des aides directes pour ceux qui n'y arrivent pas. Là. Merci beaucoup. Merci. Je remercie tout le monde et même ceux qui sont déjà partis d'avoir participé à cette conférence. Nous aurons maintenant quelques minutes non officielles pour prendre des photos et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup tout le monde. Merci.